à ce moment-là, je vois un marteau traverser l'atelier. Lui, on dirait qu'il y a des plumes d'oie, je ne sais pas quoi, c'est assez impressionnant. Oui, il s'est passé quelque chose, mais bon. Vraiment, quelqu'un qui avait une vision extrêmement claire de ce que devait être l'industrie, je trouve. Quel défi. Déjà, le soudage est une technique d'assemblage. Jean-Marc Scolari, bonjour. Merci d'être notre nouvel invité dans Sans filtre, le talk show qui montre l'industrie autrement. Tu es président de Fronius France ainsi que président de la section soudage chez Evolis. Mais aujourd'hui, tu nous accueilles au siège de Fronius à Paris ou à Roissy plus précisément et on va parler de toi, de trajectoire avec diverses questions autour de l'industrie. Est-ce que tu es prêt? Bonjour Damien, oui bien sûr je suis prêt, comme je te l'ai indiqué plusieurs fois, ce format me séduit donc je suis fin prêt pour entamer cette nouvelle séquence. Bon, c'est super. Bon, une dizaine de questions et ainsi qu'un petit jeu, un buzzer avec un mot interdit. Aujourd'hui, le mot, ça sera métal. Donc si tu le prononces, hop, j'appuie sur le buzzer et à toi, un petit gage que j'aurai pour toi. Parfait, c'est enregistré. Bon, c'est parfait. Allez. Bon, on peut passer directement à la première question qui est simplement assez facile. Si tu devais présenter ton premier souvenir lié à l'industrie, ça t'évoquerait quoi? Ça n'a pas démarré sous les meilleurs auspices en ce qui me concerne. Donc là, il faut que je remonte très très loin. Wow, pas tant que ça. Si, puisque c'est ma scolarité, plus particulièrement donc, le secondaire, la 5e. Donc un moment important à bien des égards et c'était plutôt quelque chose de très favorable qui avait été mis en place. Nous avons eu à ce moment-là l'opportunité d'aller visiter des lycées. D'accord. Il se trouve qu'à proximité nous avions 2 lycées, un lycée d'enseignement général et juste en face un lycée d'enseignement professionnel. Voilà. Et donc nous visitons d'abord le lycée d'enseignement professionnel, les salles de classe en premier lieu, puis ensuite on passe à l'atelier, donc différents CAP et BEP étaient proposés, dont le CAP de chaudronnier. D'accord. Je traverse cet atelier et à ce moment-là, je vois un marteau traverser l'atelier, donc qui avait été visiblement lancé par un d'accord, élève. parce que quand j'entends le marteau, je voilà, me suis dit... il avait été visiblement et en quittant l'établissement, je me suis dit que plus jamais je n'y mettrais les pieds, premièrement, pour des raisons évidentes de sécurité, mais que surtout, ce monde-là n'était pas le mien. C'est pas ma guerre. D'accord. Ça n'a blessé personne, ce marteau? Ça n'a blessé personne, tout s'est bien passé. Je ne sais aujourd'hui toujours pas ce qui s'est réellement passé, mais ça a été vraiment mon premier contact. Oui, pas forcément. Alors pas vraiment avec l'industrie, mais l'environnement industriel. Oui, je cite cette anecdote parce que aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce que je fais tous les jours, c'est assez cocasse. Voilà, donc je me plais à citer souvent cet exemple-là pour dire que rien n'est figé dans la vie et qu'il faut rester ouvert. Donc voilà, ça c'est vraiment mon tout premier contact. D'accord, en tout cas si tu as marqué alors que c'était en 5e, c'est qu'il a eu quand même un impact assez fort. Si finalement le marteau t'a pas touché, il y a autre chose qui est venu t'impacter en tout cas. Tout à fait, alors si je peux poursuivre, si on a l'opportunité de poursuivre sur ce même thème. Par la suite, donc étant lycéen et étudiant, j'ai travaillé dans un haut fourneau, voilà, le convertisseur Thomas. D'accord. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment découvert l'environnement d'une aciérie, voilà. Qui était encore Arcelor à l'époque, et pas ArcelorMittal aujourd'hui. Voilà, donc ce second contact m'a un peu rassuré. Je n'ai pas vu d'outils voler à travers l'atelier. Et ça m'a montré aussi, je dirais déjà assez tôt, les enjeux et ce que ça présupposait justement de fabriquer des biens qu'on utilise tous les jours. Et ça part de là, donc de la fabrication de l'acier. D'accord, oui, c'est très clair. Ouais. Bon, maintenant, tu es plutôt dans le soudage. Si justement, je te demandais, ou si tu avais un jeune, un adolescent de 14 ans
à qui tu devais expliquer le métier de soudeur, ou en tout cas ce qu'est le soudage. Mais vraiment en 30 secondes, comment tu pourrais faire? Ah, quel défi! Ben, déjà, le soudage est une technique d'assemblage. En général, on va travailler avec du métal. Finalement, le métal. Finalement, on y revient toujours. C'est gentil, j'allais presque m'endormir et puis Ah bah du coup, voilà, ça y est, bah, ça je te m'a réveillé. réveille, je te réveille. Je maîtrise le script. Oh, c'est parfait. Donc dis-moi tout. Quel est mon gage? Bah, du le coup gage, du coup, finalement, bah, ça va être lié au soudage, donc c'est très bien. J'ai avec moi donc une petite tablette sur laquelle, en gros, j'ai 4 images qui sont issues de 4 films dans lesquels on a justement du soudage. Alors, dans des formes plus ou moins diverses. Je vais te montrer la première image et en derrière, ensuite, je te montre la réponse si tu n'as pas trouvé. D'accord. Donc, on va démarrer par ce qui n'est pas le plus simple. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque? On le montrera ensuite, justement, à l'écran. Ah, je sais. Tu sais? Je sais parce que ben, c'est ma génération, c'est un film que j'ai beaucoup regardé. J'ai plutôt apprécié les prestations de Jennifer Beal, donc je pense que c'est Flashdance. Bravo. Ouais, Bravo, bravo. Oui, tu oui. l'as. Parce que moi, personnellement, tu vois, c'est l'un des. Les autres, je les ai choisis. Celui-ci, je ne le connaissais pas. Voilà, et donc, finalement, Flashdance. C'était plus évident, mais oui, bien du sûr. coup, quand c'est écrit. Oui. Finalement, si tu trouves celui-là, je pense que le suivant devrait. Alors, l'image n'est pas forcément très bonne, mais justement, c'est voulu, puisque sinon, ça serait trop simple. Écoutez, là, oui, c'est la guerre des étoiles. Voilà. Je pense. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde le film, on est plongé dans l'histoire et par exemple, cette scène ne me parle pas. Alors, je ne sais pas quel est l'épisode. C'est lorsque Chewbacca, justement, est en train de réparer le Falcon Millennium et justement, il utilise un petit arc de soudage pour pouvoir faire ça. Je ne suis pas sûr que c'était vraiment dans les règles du soudage, mais en tout cas, voilà, c'est un épisode. Pas, mais voilà, c'est très visible et ça met en avant, en tout cas, une composante de notre métier. Bon, donc tu en as déjà 2. Le troisième n'est pas forcément le plus difficile, mais peut-être que j'ai plus de chance sur le dernier. Ah, ça c'est Tony Stark, Iron Man, qui a une capacité dont on rêverait. Hein, oui, voilà, j'ai envie de dire que c'est assez facile, il n'y a même plus là, besoin. Voilà, tout se règle, le paramétrage se fait automatiquement. J'ai des doutes sur la véracité de ce que ça fait. Oui, mais bon, totalement. En tout cas, nous sommes à Hollywood, donc c'est plutôt bien, mais voilà, donc oui, c'est assez marquant. Donc, 3 sur 3. Et le dernier, où ce n'est pas forcément un procédé de soudage, mais ça te parlera peut-être. Ouf. Ah oui, mais ça pareil, alors, je vais trouver. Tu me facilites la tâche dans le sens où ce sont des films que j'ai vus et qui ont marqué une certaine période de ma vie. Moi, ça m'a marqué aussi, peut-être parce que je suis pas... Parce que je pense que c'est ça, j'étais assez fan aussi des nuls et je pense que c'est La Cité de la Peur. C'est ça, ouais. C'est ça, La Cité de la Peur. Alors, il n'est pas vraiment en train de souder, mais plutôt dessoudé d'ailleurs. Oui, c'était un film. Mais après, son casque est tellement mémorable que du coup, tu vois tout de suite, le premier exemple que j'ai voulu te proposer, c'était celui-là qui m'est revenu. Oui, on dirait qu'il y a des plumes d'oie, je ne sais pas quoi, c'est assez impressionnant. Oui, c'est passé quelque chose, mais bon. Bon, du coup, finalement, j'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Tu as maîtrisé à 100%. Je vais éviter de redire le mot. Non, tu peux. Je peux, c'est bon. Par contre, tu n'éviteras pas le fait que, du coup, si tu as 30 secondes pour expliquer le métier ou en tout cas le procédé de soudage à un enfant de 14 ans, ou à un adolescent de 14 ans, je t'écoute. Donc, le soudage est un procédé d'assemblage de 2 métaux. On peut prendre l'exemple par exemple de Lego qu'on va plutôt clipser. Là, la technique d'assemblage est différente puisqu'on va faire fondre de la matière par le biais d'un arc électrique. Donc on va faire fondre, atteindre le point de fusion du métal des 2 pièces. On va pouvoir, grâce à ce qu'on appelle un méthode d'apport, coller les 2 pièces avec des caractéristiques métallurgiques et physiques qui seront similaires, comme si nous n'avions pas coupé cette pièce et assemblé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment... Ça me paraît plutôt... Ça se fait pas non plus en 30 secondes, mais je trouve que ça c'est clair. Je suis concentré sur le principe. Non, mais en tout cas c'est clair. Parfait. Maintenant, on va passer sur une partie plus personnelle. Sur la partie justement territoire, tu m'as expliqué avant l'interview que justement tu étais d'origine de la Lorraine. Et je voulais savoir si ta région t'a impacté ou en tout cas t'a marqué d'une certaine manière dans ton rapport avec l'industrie et si tu avais une anecdote à nous rapporter.
Oui, totalement. Ça ne peut pas être autrement lorsqu'on a grandi en Lorraine, comme tu le précises, plus particulièrement dans le bassin, Bassin minier. dans le bassin minier, donc la région de Creusewald, Saint-Avold, etc. Frémin, Merlebach, où nous avions beaucoup de pluie. Ouais. Voilà. Donc c'est le temps des HBL, voilà, houillères des bassins lorrains. HBL, tu vois, HBL. je suis de Saint-Étienne, le minier c'est moi, mais Ouais. alors tu vois, HBL je connaissais pas Voilà. du tout, comme quoi. Et donc, il se trouve que mon grand-père a émigré, était italien, D'accord. donc il est arrivé en France juste après la Seconde Guerre mondiale, et donc il a travaillé à la mine. Et donc c'était cette activité-là, le bassin minier, on était vraiment dans un écosystème, c'est-à-dire que il y avait des écoles de la mine, il y avait des logements de la mine, donc il faut s'imaginer, je dirais, l'empreinte qu'on avait sur l'ensemble du territoire, pas seulement la ville. Donc je ne dirais pas que la carrière était toute tracée, mais la mine faisait vivre et donnait des perspectives à des centaines, voire des milliers de gens, et surtout cela donnait une fierté immense à tous ceux qui œuvraient à 1000 ou 2000 mètres de fond, voilà, avec des métiers parfois très engageants, extrêmes. Mais tous les membres de ma famille ou autres que j'ai pu croiser étaient extrêmement fiers de cela. Bon, ensuite, la suite, on la connaît, voilà, pour des raisons économiques, puisqu'il y a encore énormément de charbon dans le sol lorrain. C'était plutôt une question économique, choix, de choix vraiment stratégique, énergétique. À l'époque, bien, ces mines ont fermé. Il me semble que la dernière a dû fermer au début des années 2000-2004, donc le dernier puits a été fermé. Pour autant, il reste des musées, oui, bien voilà, sûr, parce qu'il faut, je dirais, garder la mémoire. Que ceux qui ont travaillé là-bas, ben, malheureusement, ils disparaissent peu à peu aussi. Et il faut pouvoir expliquer à ceux qui suivent et qui vivent sur ces terres-là ce qu'a été la force de ce territoire. Aujourd'hui, il me semble qu'on prend un bon virage. Tu te souviendras peut-être que la centrale thermique de Carlin, donc à charbon, eh bien, nous avions, l'État avait décidé de fermer toutes les centrales thermiques en France, voilà, pour des questions d'émissions de CO2. Eh bien, elle a dû être réactivée lorsque s'est déclaré le conflit ukrainien. Et pourquoi? Parce que on revient toujours au soudage. La moitié de notre parc nucléaire était hors service pour des raisons de corrosion. Justement de corrosion, oui. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'on réactive cette centrale thermique qui maintenant va fermer définitivement et laisser place, il me semble, à un beau projet d'usine de panneaux, de fabrication de panneaux photovoltaïques, voilà, solaires photovoltaïques. Et il y a aussi en parallèle un gros projet dans le domaine de l'hydrogène. Donc il me semble que, à la fois pour la région et d'une manière très générale, on a là, je dirais, une reconversion extrêmement intéressante et du territoire et des enjeux énergétiques, qui est un autre thème qui m'est très cher. Non, mais c'est sûr, oui. Puis en tout cas, c'est bien parce que ça lie finalement passé et patrimoine avec justement ce qui fait l'identité de chacune de nos régions et justement de la manière dont elle est capable de se réinventer ou d'évoluer justement pour répondre aux nouveaux objectifs qu'on peut avoir soit au niveau mondial, soit déjà au niveau territorial. Oui, tout à fait. Bon, ça ne se fait pas sans heurts, hein, évidemment. Il y a des enjeux financiers assez forts. Mais il me semble que voilà, aujourd'hui, on a trouvé une voie, en tout cas pour ce site-là. Sans aucun doute, y a-t-il encore beaucoup d'usines qui sont peut-être en perte de vitesse et qui pourraient peut-être aussi s'orienter dans ce genre de projet. Voilà, nous savons, nous avons beaucoup de territoires qui étaient des anciens territoires ou miniers ou autres, ou sidérurgiques, ou dans d'autres domaines industriels, et qui doivent aussi réussir cette reconversion et de manière à plonger, je dirais, de façon constructive et positive dans le XXIe siècle. Et c'est aussi un enjeu politique très fort. Puisque, ça, comme je le dis, ou déjà dit, ça rayonne très fort sur les territoires, l'industrie qu'on y trouve. Les territoires d'industrie, c'est vraiment un sujet qui est vraiment au cœur pour l'instant de l'actualité et justement du secteur, puisque c'est par le biais des territoires qu'on doit être capable, ou
qu'on doit essayer d'être capable de lancer des dynamiques et des choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, bah parfait, très bien. Ma deuxième question, en tout cas, va être beaucoup plus courte. Oui. Et en même temps, je vais aussi avoir un petit jeu gastronomique très bah, léger. pour la puisque gastronomie, pour la Lorraine, j'avais pensé au départ à de la quiche lorraine, mais pour des raisons que nous n'évoquerons pas, nous prendrons un deuxième exemple qui est la madeleine. Parfait. Et justement, Allons-y. nous allons avoir deux madeleines qui vont arriver. Et l'idée, c'est que j'en ai fait une et il y en a une autre qui est une madeleine industrielle. À toi, j'ai envie de dire, par la dégustation, de me dire celle que j'ai faite ou non. Et si tu vois, je dirais vraiment des grandes différences. Valentine, procédez. La dégustation. Vous la mettez là? Très bien. Donc parfait, donc je dois goûter les deux alors. Exactement. Et entre chacune, j'aurai une mini question pour toi qui sera la deuxième question. D'accord. Donc, quelle est celle qui t'inspire la première? Alors, je dirais celle-ci. Eh bien, vas-y. Je démarre. Je te Allez. laisse y aller. C'est plutôt. En tant qu'expert de la région. Alors, je dirais que ça manque un peu de densité. Ce qui distingue souvent aussi la madeleine artisanale de la madeleine industrielle, c'est aussi son volume. Ouais. Cette-ci est dira- plus plate. Elle est plus plate. On dira qu'aujourd'hui, les industriels savent également contourner ce genre de difficultés, changent leur procédé de fabrication. Donc, dans l'ensemble, pour les deux, c'est plutôt réussi. Donc, je dirais, voilà, là, j'ai déjà un a priori sur D'accord. celle que je viens de goûter. Parfait. Bah écoute, n'hésite On pas va pour la goûter deuxième. celle-ci. On va retrouver ici un peu plus de densité déjà Mhm. et un goût plus marqué. Donc, je pense pas prendre de grands risques en disant que c'est celle-ci que tu as confectionnée dans ta petite cuisine. C'est vrai. Mais bon, en tout cas, j'ai eu de la chance parce que je t'avoue que pour l'allure, c'était pas certain que j'arrive vraiment à doser les bonnes quantités. Mais si ça a marché, Ça a non seulement marché, mais il faudra que je passe chez toi prendre des comment cours de cuisine et que tu m'inities à la confection d'une madeleine parce que je pense qu'on le verra, le résultat est très probant. bon, en tout cas, merci. Mais après, j'avoue que je suis les recettes. J'adore faire la cuisine, mais après, je ne sais pas si je suis doué. En tout cas, quand tu le dis, ça fait plaisir. Bah, je le dis sincèrement. Merci Jean-Marc. On va passer maintenant à une partie que j'ai découverte justement où tu as réécrit une tribune ou en tout cas un article que j'ai vu récemment dans la Fabrique de l'Industrie où tu disais il faudrait au moins former 100 000 soudeurs ou soudeuses justement. Comment tu es arrivé à ce chiffre et pourquoi justement cet article? Déjà, sur le chiffre en lui-même, le calcul est vite fait. Il nous manque 6 à 7 000 chaudronniers et soudeurs tous les ans. Donc, ce sont des postes non pourvus en France. Lorsqu'on cite ce chiffre-là de 100 000, il peut paraître extrêmement Il paraît énorme. Enfin, en tout cas, important, ne serait-ce que sur un seul et même secteur, je veux dire. voilà, c'est pas... voire même loufoque. Mais si on se projette dans les 10 prochaines années, c'est effectivement un chiffre qui ressort, évidemment en lien, et on espère qu'on va retrouver un élan qui se dissipe un petit peu. Je veux parler de la réindustrialisation, et pour réindustrialiser, voilà, il faut construire des bâtiments, il faut des usines. Pour construire, il faut du soudage, et en particulier, je pense, il faut considérer la relance, si on peut l'appeler ainsi, de la filière nucléaire. Donc là, il faut considérer que, je dirais, les errements de nos décideurs politiques ont fait que nous avons perdu énormément de compétences. Lorsque un président, évidemment, ce n'est ni le lieu ni la place de pratiquer la politique, décide de fermer des centrales nucléaires et donne cette impulsion, je dirais, aux acteurs du nucléaire que la perspective c'est ça, certes progressivement, mais qu'on va fermer une à une les centrales, on a moins de vocation, on perd des compétences. Donc ça, on a déjà aussi par rapport à ça un retard à rattraper. Ensuite, on a aussi toute une génération
On parle beaucoup des… Monsieur Bayrou, pour le coup, a parlé des boomers. Des boomers, bien sûr. Qui prennent leur retraite. Donc, on va aussi perdre beaucoup de soudeurs dans les toutes prochaines années. Ça se passe maintenant déjà. Voilà. Et in fine, il faut que ces gens-là puissent aussi voir un jeune collègue qui arrive dans l'atelier ou dans l'usine pour qu'il puisse lui transmettre son savoir. Parce que oui, le soudage est un métier extrêmement… aussi un peu plus scientifique peut-être que la pâtisserie, mais en tout cas oui, c'est de la métallurgie, donc il faut des savoir-faire, des connaissances théoriques. Voilà, il faut cette base, il faut ces fondations, mais tout le reste c'est de la pratique, c'est un retour d'expérience. Et je pense que voilà, il faut qu'on puisse aussi accueillir ces jeunes et qu'ils puissent être formés par des seniors. Et je trouve que ce serait d'ailleurs un beau projet. Et puis finalement, il y va de notre souveraineté industrielle, encore une fois. C'est aussi ça. Si on veut être capable de pouvoir aussi produire sur notre sol, il va falloir avoir les personnes sur les postes, que ce soit en soudage ou ailleurs, pour pouvoir être capable de rester nous-mêmes. Je ne cite pas d'exemple, mais personne comprendrait qu'on fasse venir des soudeurs d'autres pays, même si c'est des pays européens. Bien sûr. Mais ça se passe, voilà, donc ça se produit. Donc voilà pourquoi ce chiffre. Et je pense que aujourd'hui, ça se confirme. Le grand défi est celui de l'attractivité peut-être. L'attractivité, faire naître les vocations et puis former, Damien, parce que aujourd'hui, si on considère un petit peu, je dirais toute structure confondue, l'offre de formation qu'on a, on n'a pas les capacités à former ces soudeurs de demain. Et puis il nous faut aussi tous les niveaux, du bac professionnel jusqu'à l'ingénieur. Il faut tous les niveaux. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu aussi fort pour le milieu de la formation. Pour la filière, que ce soit soudage et plus généralement, d'accord. Oui. Et est-ce que, ça revient à ma deuxième question finalement, l'aspect de la mixité, est-ce que finalement justement si on s'adresse un peu plus parce qu'on dit souvent que l'industrie ou le soudage est un milieu assez majoritairement masculin, est-ce que si on arrive aussi à capter davantage de femmes, est-ce que ce serait une capacité à lever plus de personnes justement dans cette filière ou dans l'industrie de manière générale? Mathématiquement, oui. Il y a de très très belles initiatives aujourd'hui, voilà, des clubs de soudeuses, voilà, on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Mais j'en vois beaucoup plus. Le soudage est peut-être un des, je dirais, des process industriels sur lesquels on arrive à trouver beaucoup plus de femmes que peut-être dans d'autres domaines. Oui, alors toi qui suis les compétitions dans le domaine industriel, tu constateras que bien souvent, lorsqu'elles s'y mettent, elles sont bien meilleures que nous. J'ai vu des oui, complètement. Voilà, ça c'est un fait, elles sont bien meilleures que nous et donc voilà, maintenant l'enjeu, et vous y contribuez, voilà, Damien et toute ton équipe, c'est d'indiquer à ces jeunes filles voilà, qu'il y a aussi une place pour elles et qu'il y a de très très belles, je dirais, carrières à effectuer dans le domaine du soudage. Mais voilà, le taux de féminisation est encore bien trop faible. C'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels on doit encore plancher, je pense aussi chez Evolis, dans notre section soudage, pour voir un petit peu comment on peut attaquer ce sujet-là et avoir voilà, plus de mixité, parce que voilà, on a pu le découvrir notamment au championnat de France, il y avait quand même quelques femmes. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est leur entrain, voilà, toujours le sourire, enfin voilà, et puis la passion justement. Et alors là, la passion, elle est encore décuplée. Alors là, de toute façon, pour arriver là, au plus haut niveau, tu imagines bien le parcours. Ouais. Et l'endurance et la persistance qu'il faut mettre pour pouvoir souder dans des conditions aussi, il faut le dire, parfois extrêmes. Mais je le répète encore une fois, elles font aussi bien, voire mieux que nous. Donc j'appelle vraiment de mes voeux la gente féminine à s'y mettre aussi. Voilà. Bon, l'appel est fait en tout cas. Voilà. Donc, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas fait notre part du travail. Mais on essaye, on essaye en tout cas de l'apporter toujours. Ouais. Parfait. Sur l'aspect, je dirais, un aspect un petit peu différent, c'est que le soudage a la caractéristique de, notamment chez les artistes, de pouvoir amener à évoluer au niveau de l'art avec pas mal de sculpteurs ou justement de personnes qui utilisent le soudage comme un procédé. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce lien justement entre l'art et le soudage? Oui, alors pour avoir échangé avec quelques artistes, ce qu'il faut comprendre, Damien, c'est que le soudage en lui-même ou le poste à souder n'est pas la priorité de l'artiste. Oui, c'est bien juste sûr. un moyen. C'est un support.
Voilà, pouvoir arriver à ses fins. Voilà, il imagine l'œuvre d'art ou ce qu'il veut créer et nous lui fournissons l'outil. Voilà, un moyen de réaliser ça. Ça m'inspire beaucoup de choses. Déjà, ça montre aussi qu'on peut détourner un petit peu le générateur de soudage. Là, on est entouré de générateurs de soudage et c'est vrai que d'emblée, instinctivement, on ne se dit pas tiens, on va aller vers ce genre d'activité ou de réalisation, mais c'est aussi pour nous un moyen, eh bien, encore une fois, Damien, de parler de notre profession. De capter l'attention d'une manière différente? Oui, complètement. Bon, on a aussi eu l'opportunité de réaliser une vidéo, Pinocchio, oui, avec la Choudric, c'est ça? Avec Choudric notamment, voilà. Et donc je pense qu'on arrive vraiment à, j'ose le dire, en tout cas sur cette vidéo, je pense qu'on a réussi à créer une émotion qui, disons-le, n'est pas toujours aussi évidente dans un atelier de production et ce n'est pas du tout l'objectif ni le lieu. Mais voilà, c'est vrai que… C'est peut-être une manière d'arriver à créer un pont, ne serait-ce que d'une certaine manière, avec des personnes qui ne seraient pas, on va dire, sensibilisées à… Totalement, totalement. On crée vraiment, comme tu le dis, ce pont, cette passerelle, et je pense qu'on s'adresse du coup à un public beaucoup plus large. Et nous, c'est génial parce que ça nous permet vraiment de parler de nos métiers et effectivement, on a la chance de travailler avec des artistes comme Choudric qui, voilà, bon, ce qu'il fait, c'est assez exceptionnel. Je pense c'est impressionnant. Voilà, tu suis un peu son cheminement. Bien sûr. Et voilà, et donc ça valorise, et bien sûr, lui, de par sa capacité à créer, parce qu'il part d'une page blanche et puis il réalise ses œuvres d'art. Parce que ce sont des œuvres d'art uniques. Voilà, mais ça parle aussi un peu de nos métiers. En tout cas, c'est un support sur lequel on peut s'appuyer pour parler soudage. Et ces opportunités-là ne sont pas non plus pléthoriques. Non, et je pense que ça nous permet vraiment voilà, d'avoir une œuvre d'art, je ne sais pas, dans le hall d'entrée d'un bâtiment public ou autre, et pourquoi pas aussi expliquer comment ça a été réalisé, faire aussi un peu de pédagogie. C'est l'idée justement aussi derrière d'avoir l'explication sur comment les choses peuvent être faites et comment on pourrait intéresser en disant tiens, regarde, tu peux réaliser ce genre de choses justement si tu maîtrises certaines techniques, même si ça reste assez accessible puisqu'ils ne l'utilisent pas de manière pour arriver à faire des choses dans des secteurs industriels très précis, mais il arrive justement à en faire quelque chose qui transcende un petit peu l'art. Okay. Et ça nous appelle, quoi. Enfin, on n'a pas tous la même émotion devant un tableau ou une œuvre d'art, mais je pense que ça génère une réaction en tout cas. D'accord, en parlant de réaction et même d'émotion, on arrive à la dernière partie, celle, je dirais, qui est est-ce qu'il y aurait une personne qui t'a marqué dans ton parcours, que ce soit au tout début, si ce n'est celui qui a lancé le marteau, ou… Je ne l'ai jamais connu. Je doute, sinon tu serais allé le voir. Je serais allé le voir. Mais justement, jusqu'à ton parcours à maintenant, est-ce qu'il y a une personne qui finalement, tu te dis, peut-être même quand tu l'as fréquenté ou après coup, tu te dis, cette personne m'a influencé ou en tout cas m'a changé un petit peu? Changer, je ne sais pas, mais effectivement, j'ai toujours été extrêmement attentif aux interventions de Louis Gallois. Je ne sais pas si ça te parle, Louis Gallois, voilà, donc un grand capitaine d'industrie qui aujourd'hui… je crois qu'il est aujourd'hui président de la fabrique de l'industrie, justement, qui a été, pêle-mêle, président de la SNCF, de ADS, d'Airbus, etc. Enfin, il a eu pas mal de casquettes et à chaque fois avec une vision très… il était en avance sur son temps en fait. C'était vraiment quelqu'un qui avait une vision extrêmement claire de ce que devait être l'industrie. Je trouve qu'il en parlait et qu'il en parle pour le coup encore très bien. Et évidemment, lorsqu'on parle de Louis Gallois, il faut citer son rapport qui date de 2012. Donc ça ne rajeunit pas. Voilà, qui date de 2012, jette dit un coup d'œil. Malheureusement, on parle beaucoup du rapport Draghi, ça c'est plus l'Europe. C'est un peu plus sur l'Europe. Et c'est beaucoup plus élargi, c'est pas uniquement l'industrie, mais Louis Gallois a vraiment été sollicité pour réfléchir à ce qu'il fallait faire pour là aussi redynamiser l'industrie en France, etc. Et je ne changerai pas une virgule.
Alors je ne l'ai pas lu là, mais, non, mais ce qu'il disait, voilà, c'était vraiment qu'il fallait, il a par exemple déjà cité la possibilité de flécher l'épargne des particuliers vers l'industrie. Bon, c'est des choses qui remontent aujourd'hui, oui, mais en même temps, dans la sphère politique, mais vraiment, il avait tout juste, et malheureusement, quelles sont les répercussions concrètes de ce rapport? Évidemment, l'arrivée du président Macron en 2017 a bousculé lancé peut-être des... Voilà, il y a certains pans qui ont été repris. En tout cas, on a libéré les forces, etc. Voilà, baisser un petit peu les impôts de production et d'autres. Voilà, on a pris d'autres mesures de cet ordre-là. Et puis surtout, on a essayé de valoriser les métiers de l'industrie. Mais je pense qu'avant tout le monde, il avait vu clair. Et malheureusement, bon, voilà, je pense qu'on a perdu quelques années. Donc, bon, c'est bien de prendre des rapports et surtout quand on sollicite une personne aussi éminente dans son domaine, ouais, mais que, du coup, qui a eu les plus hautes responsabilités et qui sait de quoi il parle. Et je pense que c'était vraiment le bon choix de s'adresser à lui. Mais voilà, déjà, lui appelait une vraie révolution dans le domaine économique et industriel en France. Et je ne suis pas certain qu'on se soit mis dans cette voie-là. D'accord, donc finalement, je ne sais pas si ma deuxième question aura du sens, mais supposez qu'il soit à ma place et qu'il soit là. Est-ce que tu aurais envie de lui dire quelque chose ou si tu avais la possibilité de lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais? Écoutez, M. Gallois postulé pour le poste de ministre de l'Industrie. Voilà, je pense que je ne sais pas s'il en est à la volonté ou voilà, il a quand même eu de très très hautes responsabilités. Mais voilà, et puis je serais ravi de le rencontrer, d'échanger avec lui. Je n'ai pas eu cette opportunité-là, j'ai cette chance-là. Mais voilà, peut-être que grâce à l'émission, un message est passé et on aura la possibilité peut-être de faire cette rencontre. Absolument. Ça serait chouette. Voilà, je compte sur vous. Bon, et bien alors, mission à définir pour nous. Voilà, c'est notre gage, c'est notre voilà, gage pour 2026. Un gage que je lance à Production Line. Parfait. Bon, et bien écoute Jean-Marc, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie, ça a été extrêmement intéressant. Tu as développé beaucoup de choses. Je pense que tu as mis en avant le fait que le soudage, on n'a pas spécialement parlé technique, mais tu as montré les différents aspects, que ce soit par le biais de la formation, de l'art et justement de la passion que ça doit incarner pour être capable de relancer cette filière. Si tous les ambassadeurs étaient aussi chevronnés que toi, je pense qu'à mon avis, le message passerait. Donc en tout cas, auprès de nous, il est passé. Merci beaucoup et puis à très bientôt pour un autre épisode. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de m'exprimer aussi sur des sujets un peu plus personnels. Voilà, c'est un exercice de style un peu différent. Un peu différent, j'imagine. Par ailleurs, et voilà, et donc continuez comme ça. Voilà, je pense que vous êtes vraiment de très très bons ambassadeurs également. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci Jean-Marc. Petite tradition, l'instant Insta, un petit Polaroid. Donc si ça te va, on se rapproche et puis Chloé va nous prendre en photo. Parfait, très bien, super.